On a rajouté une façon de contrôler le modèle pour avoir ce que tu veux un peu, mais toujours avoir cette liberté de style. Pour moi, c'était un des moments où je pouvais pas croire ce qu'on faisait en fait quand on faisait ça internement à Google. Il y avait un petit chien de la directrice de notre projet et il y avait plein de photos de ce petit chien et elle m'a dit si je pouvais essayer de faire Dream Boost sur le chien. Je l'ai fait et j'ai fait un Van Gogh style ou Impressionist style pour le chien et ça ressemblait pas du tout à aucune des photos du chien. Genre pas les mêmes poses, même le zoom était complètement différent, etc. Et c'était dans un style, genre, c'était pas Van Gogh, c'était Monet en fait. Et on dirait genre Water Lilies de Monet avec le petit chien là mais c'était le même chien parce qu'il avait le même color et tout. Et ça m'a vraiment ému, c'était la première fois que j'ai senti que de l'art de IA pouvait move emotionally a person. Et du coup là j'ai reconnu que AI art peut être une des nouvelles façons de faire de l'art et je suis devenu assez passionné pour ça. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Nathaniel Ruiz, PhD de Boston University, chercheur en Generative AI chez Google Research, dans le département Creative Camera. Il est le premier auteur du papier Dream Boost, qui permet d'adapter un modèle génératif à un sujet en particulier. Bonjour Nathaniel. Bonjour Marc, et merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors à quoi ça ressemble tes journées chez Google Research? Comment ce projet est arrivé à toi? Quelle est la vie d'un chercheur chez Google? Pour 7 a.m., je prends une cold shower. Non, ça change tout le temps en fait. Pendant que j'étais un stagiaire, je faisais que un projet de recherche en fait. J'étais focus sur ça. Maintenant, j'ai plein de projets de recherche où je peux faire un supporting role, je peux donner des idées, je peux faire du writing. Et moi, j'ai toujours aimé faire plein de trucs différents. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la recherche. En fait, tu es la personne qui a l'idée. Après, tu es la personne qui crée la collaboration. T'es la personne aussi qui fait le coding, experiment, et après qui écrit le paper, etc. Et donc moi je suis très passionné par toutes les étapes de la recherche. Et c'est un peu comme ça déjà, pour la recherche, ça continue à être très similaire à faire un doctorat pour moi. On a une idée, on forme une équipe et si c'est moi qui lead le projet, en fait, moi, je vais faire la plupart de l'implémentation, des expériments. Mais ça peut être aussi moi en tant que, advisor pour un projet ou, collaboration. Ça, c'est pour la recherche. C'est la partie qui me passionne le plus. Et maintenant, je commence à faire un peu plus de produits. Donc, implémenter ces nouvelles techniques pour des produits Google. C'est un skill set assez différent que j'avais pas, mais qui est super important, je pense, parce qu'en fait, ces nouvelles technologies sont déjà en train de changer le monde. Et on veut vraiment mettre ces technologies dans les mains de beaucoup d'utilisateurs pour qu'elles changent vraiment le monde. Parce qu'en fait, je pense que chez Google Research, on est en fait pour Diffusion Models, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un très très bon endroit en fait. On a beaucoup des meilleurs papers qui sont sortis l'année dernière. Sont de personnes qui sont chez Google full-time ou sont affiliées à Google, Dream Boost, Steldrop, et après aussi Plug and Play et Prompt to Prompt, Null Text Inversion, beaucoup de personnes que je connais à l'intérieur de Google qui ont changé le landscape de Diffusion Models. Donc, ouais. Et maintenant, Google veut appliquer ces techniques à ses produits. Et une journée en général, c'est juste, ça dépend. Des fois c'est des meetings pour commencer à impulser tout ça. Et des fois c'est beaucoup de coding et en train de faire des expériments. Et il y a des phases en fait où ça dépend de la phase de ton projet. Mais c'est sûr que c'est différent que le doctorat parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de trucs en même temps qui sont dans des phases différentes. Alors que dans le doctorat, je sentais vraiment que mon année était marqué par les étapes de mon projet, alors que là, j'ai plusieurs projets qui sont dans des étapes différentes. Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites dans ton équipe chez Google Research, en particulier tes travaux sur Dream Booth? Oui, absolument. Donc, du coup, c'est un peu une équipe hybride Creative Camera qui est centrée au sein de Google Research. Et en fait, on fait beaucoup de recherches en tant que nouvelles techniques qui puissent être appliquées à des images, des vidéos, etc., qui peuvent donner un peu de créativité à l'utilisateur en tant que édition d'images ou création de nouvelles images. Et en fait, au sein de cette équipe, moi, je fais plutôt de la recherche pour ces nouvelles techniques. Mais dans l'équipe, on fait aussi de l'application et des produits pour Google Photos ou pour le Pixel Phone. Tu es le premier auteur de Dream Booth qui est utilisé partout aujourd'hui et qui a fait énormément de bruit. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est vos travaux sur ce papier et en quoi ça consiste? Donc, l'année dernière, j'étais dans ma dernière année de PhD. Et en fait, on avait un peu cette idée de personnaliser un modèle pour générer un sujet en particulier dans différentes circonstances, peut-être en changeant le viewpoint, etc. Et ça aboutit sur Dream Booth et avec beaucoup plus de capacités qu'on imaginait grâce aux nouvelles modèles de diffusion génératifs. La technique principale, c'est de fine-tune un modèle de text-to-image generative model. Et pour la nouvelle tâche qu'on avait créée de subject-driven generation, c'est en fait générer un sujet dans un nouveau contexte, etc. D'accord, donc un modèle en général, ça va être Stable Diffusion ou un de ces modèles déjà existants et déjà open source. Et donc, quand tu dis un sujet, c'est une personne en particulier. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec 20 photos de moi et grâce à Dream Booth, on va pouvoir apprendre au modèle qui je suis et peut-être m'utiliser dans d'autres générations, c'est ça ? Oui, et c'est assez marrant parce qu'en fait, on a commencé à penser à l'idée, au début du projet, à l'idée de, par exemple, de produits. Par exemple, je sais pas, une casquette ou des baskets, etc. Et essayer de représenter ça dans de nouveaux contextes. Du coup, on s'était focus sur des objets au début. Mais après, les gens ont vraiment aimé cette technique pour personnaliser le modèle pour des personnes différentes, pour des visages différents, etc. Et ça, c'est devenu une application très, très grande. Ouais, du coup, ça peut être n'importe quoi. Le sujet peut être n'importe quoi. Ça, c'est une des particularités de Dream Booth. D'accord. Et est-ce que tu peux nous vulgariser l'idée qui est derrière? Comment est-ce que vous arrivez à donc ce modèle extrêmement complexe à partir d'une poignée d'images, puisque c'est des modèles qui sont entraînés sur des milliards d'images, et là vous arrivez avec une poignée d'images à faire apprendre un sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner les clés de lecture de cette méthode? Oui, absolument. Ouais, du coup, je veux faire un point aussi. Je pense que tu avais dit tu utilises Stable Diffusion ou un modèle open source. À l'époque, il n'y avait pas de modèle open source quand on a commencé ce projet. Il n'y avait que DALL-E 2 et Imagen à l'intérieur de Google. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu... Imagen est un très bon modèle. À l'époque, était un très beau modèle. Donc, on a pu utiliser cette technologie très tôt par rapport à d'autres personnes. Donc ça a aidé beaucoup. Pour la technique, en fait... C'est assez simple, l'idée derrière Dream Booth est assez simple, mais je pense que le conceptual leap pour arriver à Dream Booth, c'était pas si évident. C'est ça ce qui était un peu l'enjeu là dans le projet. Et en fait, on fait du fine tuning de tous les weights du modèle. Ça, c'est le Dream Booth original, avec un set d'images qui est assez réduit en fait comparé à d'autres activités. Avec des GAN, on pouvait faire du fine tuning pour des personnes sur des centaines d'images. Du coup, ça prenait vraiment beaucoup de temps et on détruisait complètement le prior du GAN. Et là, on a vu que des fois, on avait besoin que d'une image et maintenant, avec des techniques nouvelles, masking, etc., tu as besoin que d'une image avec Dream Booth pour personnaliser pour certains sujets. Mais on peut aller jusqu'à 5, c'était la norme à l'époque, et maintenant, tu peux aller jusqu'à 10, 20, et après, si tu as des concepts un peu plus larges, le style, les gens se sont rendus compte que tu peux utiliser Dream Booth pour faire fine-tuning pour des centaines d'exemplaires, et c'est là que tu apprends des choses plus compliquées comme le style. Et du coup, l'idée, c'est juste faire fine-tuning avec la diffusion denoising loss. En fait, comme entraîner un modèle de diffusion from scratch, mais en fait, tu es en train de fine-tune this model. Et une des clés, c'est régler les paramètres pour pas overfit très vite.
et pour avoir un peu de early stopping, genre du early stopping pour garder le prior du modèle pour pouvoir genre générer de nouvelles views de l'objet, etc., nouveaux styles, l'objet dans de nouveaux styles, mais aussi avoir réussi à prendre l'objet ou le sujet et le mettre dans le knowledge domain du modèle. Peut-être le modèle a vraiment, genre dans 99% des cas, il a jamais vu un objet ou sujet exactement comme celui que tu lui donnes. Donc c'est ça en fait la capacité qu'on donne au modèle. Mais alors, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas toucher au prior? Si on prend une image et qu'on fait un entraînement classique, on va a priori supprimer toutes ces connaissances acquises parce que on aura touché au poids dans la mauvaise direction. Comment on fait pour contraindre cet entraînement à ne toucher que au poids qu'il faut toucher et que dans les proportions qu'il faut toucher? Je pense que ça, c'est un problème qui n'a pas de solution exacte, même maintenant, une année après Dream Booth. Et en fait, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon où tu fais un truc, quelque chose de très, genre un processus un peu artistique, quoi, où tu choisis l'hyperparamètre bien. Et tu peux avoir quelque chose où le modèle n'a pas oublié son prior et il a appris le nouveau sujet. En fait, tu fais ça avec du early stopping et en train de tune ton learning rate de façon appropriée. Maintenant, tu peux faire des trucs un peu plus avancés, genre avec Laura Dream Booth. Genre, c'est juste Dream Booth avec low rank et tu fine-tune que les self-attention, cross-attention layers. Tu peux ajouter une régularisation L2 sur les layers et ça aide beaucoup à que la norme explose pas. En fait, c'est quand la norme explose pour les updates que tu oublies le prior. Ça, c'est une façon de le voir. Une autre façon de le voir, c'est aussi, on a une partie dans notre paper original qui s'appelle Prior Preservation Loss. Et c'était une façon de pas avoir le phénomène qu'on appelait language drift. C'est que, en fait, le modèle, vu que tu lui donnes une phrase spécifique, ça j'ai pas mentionné, mais en fait, comment tu fine-tune le modèle? Parce que c'est un modèle de text to image, il a besoin d'un prompt, d'un texte. Donc, il va avec l'image. En fait, ça, c'est aussi une partie que était pas évidente à trouver pour notre projet. Et en fait, on a réussi à trouver une recette, en fait, qui marche très bien. C'est de utiliser le texte A, V, et après le class name de ton sujet. Ça peut être AV dog, where V is, en fait, un rare identifier. C'est juste un string qui a pas un prior très fort pour le modèle de diffusion. Et du coup, c'est ça qu'on a trouvé. Ça c'est une des novelties ou innovations de notre projet, en fait. Et qu'est-ce que tu appelles A et V? C'est une V, genre un V visage, quelque chose comme ça. En fait, V, ça correspond au Rare Identifier. Et le Rare Identifier, c'est un peu comme donner un nom à ton sujet en spécifique. Et c'est le nom du sujet. Il doit pas être très reconnaissable par le modèle de diffusion avant que tu commences à entraîner. Comme ça, tu mélanges pas de concepts, en fait. Et ça, c'est une des innovations qu'on a proposées, en fait. Donc, dans le texte, utiliser un mot qui a jamais été vu par le modèle pour être sûr que ça soit confondu avec rien d'autre. Exactement. D'accord. Et du coup, je reviens sur le concept de language drift, en fait. C'est que quand tu entraînes le modèle de cette façon, par exemple, tu essayes de insert ton chien dans le domaine du modèle, en fait, tu commences à oublier le concept de chien, en fait, parce que chien, ça fait partie de la phrase que tu utilises là. Et du coup, ça s'appelle language drift. Et en fait, des fois, on veut que le modèle puisse générer ton chien, mais aussi un autre chien dans la même photo, etc., dans la même image. Et du coup, pour ça, on a créé le processus qui s'appelle Prior Preservation. Avec le Prior Preservation Loss, en fait, on génère plein de photos d'autres chiens et on mélange ça dans le training avec un texte approprié, sans le Rare Identifier. En fait, ça marche assez bien pour pas perdre ce prior et pour avoir plus de diversité dans les images à la fin, en termes de pose et lighting, etc. Mais tu perds un tout petit peu de subject fidelity. Donc, c'est un peu moins consistant en termes de retrouver exactement les détails de ton sujet. Donc, il y a un peu un give and take et ça dépend de l'application où des fois ça marche très bien et des fois ça marche moins bien. Et il y a des gens qui l'utilisent dans des domaines et après il y a des gens qui l'utilisent pas. Mais on considère ça en fait dans notre talk de CVPR et dans notre paper, on considère ça comme un add-on
pour l'algorithme en général. En fait, l'algorithme central, c'est ce que je venais d'expliquer. Prior Preservation Loss, c'est quelque chose d'en plus, en fait. Et dans une seule photo, quand tu donnes une seule photo, comment est-ce que tu fais pour être sûr que le sujet est bien celui que tu veux, d'une part, mais aussi que les caractéristiques qui font que c'est un sujet soient bien comprises par le modèle. Par exemple, tu parlais de pose. Si moi, j'apparais avec une certaine tenue et dans une certaine pose sur une photo, comment est-ce qu'on fait pour que le modèle n'aille pas toujours me mettre dans la même tenue, toujours me mettre dans la même pose? Comment est-ce qu'on fait pour lui faire comprendre que ce qu'il faut, c'est le visage, ce qu'il faut, c'est, quand tu parlais de basket, tu parlais de produits tout à l'heure, voilà. Comment on fait pour identifier le sujet proprement? Déjà, si t'as qu'une image, en fait, la façon de vraiment faire marcher ça de façon consistante, en fait, c'est avec du masking, soit dans le image space où tu masques l'objet ou le sujet, ou dans le loss space pour soit le pixel based diffusion models, ou soit les latent based. Mm-hmm. Donc cacher ce qui n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, c'est ça, et ça marche très très bien, mais ouais, en fait, les diffusion models sont assez bons si tu fais du early stopping pour Dream Booth, comprendre. Aussi, il y a une deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est the class dans notre prompt qu'on utilise, AV-Dog. Le mot dog, en fait, ça aide le modèle à localiser le sujet dans l'espace, en fait, et à prendre ce sujet-là, en fait. Il y a de l'attention qui va sur le dog areas, parce qu'en fait, maintenant, on savait pas à l'époque, on avait un peu une intuition, mais maintenant, on sait que les diffusion models peuvent faire de la segmentation, semantic segmentation, avec des mots. Genre, si tu lui donnes la phrase « a dog » et tu lui donnes une image de dog et tu fine-tune, tu peux voir des activations sur les self-attention, cross-attention spatiales sur le chien. Donc, ils savent où le chien est et du coup, ils arrivent à apprendre mieux le concept de chien. C'est pour ça que ça marchait comme ça. Maintenant, avec le masking, il y a moins besoin de ça, apparemment. Voilà, c'est une méthode nouvelle. Oui, donc le texte est important, c'est-à-dire que le caption qu'on donne avec l'image, si on a une seule image, on va quand même faire attention à donner un caption dans lequel on va fournir, donc tu disais, un ID, entre guillemets, une référence à ce nouveau sujet qui n'a jamais été vu avant, et puis on va quand même le qualifier de ce qu'il est. Donc par exemple, si c'était moi, on dirait un face. Ouais, une personne marque, c'est ça. D'accord. Ouais, mais je pense que c'est moins utile maintenant qu'on a du masking. Peut-être le masking, c'est déjà une très bonne solution au problème et on n'a pas besoin de class name maintenant. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas de class name maintenant et apparemment ça continue à marcher. D'accord. Et donc tu nous parlais des améliorations, notamment de l'aura, donc ce qui permet de faire des modifications donc de faible rang, c'est-à-dire des petites modifications sur le modèle quand on fait un fine-tuning. Sur Dream Booth, ça a eu un gros impact, c'est l'arrivée de l'aura. Oui, en fait, l'aura, c'est une méthode qui avait été créée pour les large language models où ils avaient déjà des galères à fine-tune le modèle. Et du coup, l'idée est assez simple, c'est que tu décomposes... en fait, tu as des layers qui sont linéaires, beaucoup de layers qui sont linéaires dans les transformers. Et du coup, tu prends linear layers de cross-attention, self-attention. D'habitude, c'est les projection layers de query key value. Et en fait, tu décomposes ces layers en deux matrices. Et les matrices sont de lower rank, sont rectangulaires et sont de lower rank. Et du coup, tu diminues la proportion de paramètres en fait, tu conserves la matrice initiale pour les weights du linear layer, mais après, ton update va être lower rank, en fait. Et tu constrains ton update to be lower rank. Et du coup, tu peux avoir très peu de paramètres comparé à toute la grosse matrice, en fait. Mais ça réduit la complexité ou l'espace dont tu peux jouer pour faire le update. Ma théorie, mon hypothèse, c'est qu'il y a tellement de linear layers dans ces modèles-là et
que déjà ça marche très bien avec ça, même avec du low rank updates. Et ça marche très bien pour le language models, et c'était assez connu, je pense, où ça commençait à devenir assez connu pour le language models. Mais on a un peu cette coévolution entre language models et diffusion models qui est super intéressante. En fait, on a dans certains diffusion models, on a des language models, genre Imagen qui a le T5XXL model pour prompt conditioning, mais aussi genre tous les deux sont des modèles assez gros en général, et du coup t'as des techniques que tu inventes. En fait, notre technique aussi est inspirée sur ce qui se passe avec les language models. Moi, j'étais assez inspiré par ce qui se passe sur les language models. Ouais. Mais en revenant à la question, en fait, c'est une technique qui était appliquée aux language models. Il y avait un paper il y a genre 1 an et demi ou 2 ans peut-être maintenant. Mais après Dream Booth, qui était la première façon de vraiment insérer un sujet dans le modèle de diffusion, les gens ont commencé à utiliser ça beaucoup, mais une des faiblesses de la méthode, c'était qu'on fine-tunait tous les weights. Après, c'est aussi une surprise parce que même sans régularisation, juste avec du early stopping, on arrivait à fine-tune all weights et on arrivait à des très bons résultats. Mais après, il y a un repo spécifiquement online qui a mixé les deux idées en fait pour le diffusion models, LoRa et Dream Booth. Et du coup, je pense que toujours le cas, c'est on fait Dream Booth, mais avec des low rank adaptations. Et c'est juste en fait contraindre les layers que tu updates à self-attention, cross-attention, alors qu'avant on updatait toutes les attention layers et les convolutional layers. Et maintenant juste ces layers-là, et tu fais un low-rank update pour ces layers. Et en fait, la surprise, là il y a une autre surprise, c'est que ça marche très très bien pour even very low rank, genre 1.32, genre des chiffres assez bas en fait. Et du coup le modèle il va pour self-diffusion, il était genre chaque fois il fallait enregistrer un modèle de 1.2 gigabytes, et maintenant le modèle est genre tens of megabytes, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique. Ça peut avoir genre, il n'y a pas eu une bonne étude de quelle méthode est plus puissante. J'imagine que toujours genre Dream Booth bien fait peut être plus puissant, et apparemment maintenant avec Stable Diffusion XL, on voit que les premiers repositoires en fait ils font du full fine-tuning Dream Booth, mais maintenant ils essayent d'appliquer LoRa et voir si ça marche. Du coup je pense toujours que Dream Booth c'est la chose à essayer en premier, et après si tu peux faire du LoRa Dream Booth ça peut marcher aussi très bien, mais ça dépend beaucoup des modèles. J'en vois beaucoup de différences entre des modèles, et il faut réapprendre beaucoup de leçons quand on change de modèle d'un modèle à un autre. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous avez tenté qui n'aurait pas fonctionné dans les recherches dans ce domaine? Oui, il y a plein de choses qui... En fait, on avait une très bonne intuition, je pense, que ça allait marcher pour une raison ou une autre. Moi, je voyais beaucoup les large language models qui marchaient très bien avec du prompting. À l'époque, je pense que c'était GPT... C'était pas toujours ChatGPT, donc c'était GPT-3. Et les gens étaient très... et Palm, I think. Et les gens étaient très intéressés à comment ça marchait. Et avec le prompting, tu pouvais avoir de nouveaux résultats. Donc, tu pouvais lui faire roleplay as a scientist. Ça donnait des meilleures réponses comme ça. Et du coup, il y avait du in-context learning. Et moi, je me suis dit, s'il y a du in-context learning pour les large language models, on va pas pouvoir exactement faire ça avec le diffusion model, mais the prompt is going to be important. Et du coup, l'idée, c'était de construire un prompt pour identifier ton sujet spécifiquement. Après, l'idée de fine-tuning, il y a eu des travaux de fine-tuning pour les GANs avant le diffusion models. Et en fait, ça marche. Le problème avec le GAN, c'est que tu as du model collapse très très vite avec très peu d'images. Du coup, il y avait besoin de beaucoup d'images. Model collapse, est-ce que tu peux expliquer? En fait, dans ce cas-là, je réfère à ça comme du overfitting pour les 3-4 images que tu as. Et du coup, tu perds tout le prior, et après, tu peux pas créer des variations de ces images. Mais je m'étais dit, peut-être avec le diffusion model, c'est un peu différent. Genre, the training is completely different. Et en fait, c'est comme, pour diffusion model, c'est un peu comme apprendre beaucoup de tasks différents en même temps. Tu peux considérer toutes les denoising steps comme être un task différent. Donc, du coup, pour moi, the loss is like weaker in some sense. Doesn't
promote overfitting as much. C'est pour ça que tu as un peu de diversité aussi, je pense. Et du coup, ces deux idées-là ont abouti à essayer de faire ça. En fait, on a essayé de choses comme avoir des prompts qui étaient plus compliqués, genre AV, dog, at the beach, blablabla, genre d'écrire toute la scène pour que le modèle, il comprenne toute la scène et genre fasse une abstraction de tout ce qui est pas le dog, en fait. Parce qu'en fait, tu lui donnes une scène dog at the beach et tu lui donnes une scène dog at the park et pour que le modèle puisse faire une abstraction des deux environments, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que on n'avait pas besoin de faire ça. On avait que besoin de faire un truc très très simple, comme ça, AV dog. Après, j'ai eu des choses pour l'identifier. J'ai essayé plein de trucs et des mots qui existaient marchaient pas bien. J'ai essayé de random string of characters. Ça marchait pas très bien parce qu'en fait, le modèle qu'on utilisait, ça dépend beaucoup du tokenizer et du modèle de langage. Et le modèle qu'on utilisait, Imagen, avait un modèle de langage qui avait des strong prior pour ces string of tokens. Du coup, fallait trouver des mots qui n'avaient pas un strong prior. Ça a aidé. Et ouais, à un moment, on essayait de faire quelque chose comme apprendre, ça c'est une technique très très classique pour les large language models, qui est prompt tuning. C'est genre tune a part of the prompt, donc learn the embeddings of the initial part of the prompt pour mieux répondre à ce qui vient après. Et ça marche super bien, les résultats étaient très bons. En fait, ça, c'est la technique qui m'a inspiré à faire tout ça. Mais au lieu de faire le tuning sur les prompts, on a fait le tuning sur les paramètres du modèle. Ouais. Et en fait, prompt tuning, c'est presque exactement ce qui est textual inversion. Et du coup, textual inversion, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, donc textual inversion, c'est apprendre le embedding pour un mot qui va décrire ton sujet. Et du coup, pour essayer de répliquer ce sujet dans de nouvelles formes, de nouveaux contextes, etc. Oui. Donc, c'est une idée assez similaire à Dream Booth, qui a été parue genre 2 semaines avant notre paper. Mais en fait, une limitation très grande, c'est que tu fais de l'optimisation que sur un token, sur l'embedding de un token, au lieu de faire de l'optimisation sur tous les paramètres du modèle. Du coup, tu peux pas modifier le output domain of the model. En fait, si le modèle il n'arrive pas à reproduire cette image, il arrivera jamais en fait. Mais textual inversion c'est très similaire à prompt tuning pour language models et on voulait faire ça, mais après on avait appris que ce travail il allait sortir bientôt. On a fait un peu un pivot dans l'autre idée qu'on pensait qu'il allait marcher. Ça a marché très vite et après end of story. Mais c'était super. C'était une sensation incroyable en fait parce que Dream Booth marchait très très bien dès le début et pouvait faire des choses que j'imaginais jamais qu'on arriverait à faire. Et c'est pas que grâce à Dream Booth, c'est grâce au modèle de diffusion. C'est en fait tout a changé le moment où ces deux équipes OpenAI et Google ont commencé à faire de la recherche sur les modèles de diffusion large et le jour où DALL-E 2 et Imagen on était released, ça a tout changé. Parce que maintenant, on avait des modèles qui pouvaient générer des images qui étaient basically photorealistic. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire des modèles de diffusion au lieu de faire des GAN. Et c'était le bon choix. Au lieu de faire transformer-based generative models qui étaient en train de devenir aussi populaires. Donc, pour utiliser efficacement Dream Booth, on sait quand même qu'entre les grandes avancées et reproduire ces grandes avancées, il y a toujours un petit peu un gap. Est-ce que il y a des astuces à connaître sur les bonnes pratiques? Comment est-ce que on fait? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a finalement assez peu d'outils sur étagère qui permettent de mettre son propre visage dans une image générative qui soit vraiment très propre, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner si on voulait utiliser Dream Booth pour faire ça? Du coup, le premier conseil, c'est d'aller chez Google Cloud et on a déjà un produit qui permet de faire Dream Booth et Style Drop. Il est appelé Imagen Fine Tuning for Subject or Style. Et si on n'est pas une personne qui a beaucoup d'expérience avec cette technologie, c'est très facile de le faire là-bas et d'avoir ton propre modèle et de générer de nouvelles images. Donc, both Dream Booth and Style Drop sont des produits. Drop. Oui, Style Drop, c'est un autre travail qu'on avait fait, c'est faire du fine-tuning pour des styles, et ça marche très bien avec très peu d'images, et tu peux générer de nouveaux objets ou des
des phrases, etc., avec le style spécifique que tu cherches. L'idée est très similaire aussi à Dreambooth. Mais du coup, ça c'est la première astuce. Allez, Google Cloud, on a déjà le produit qui est launched. Et sur GCP, il y a déjà un produit sur GCP qui permet de faire ça de façon seamless, c'est ça? Oui, mais si on a besoin de faire ça genre, d'une manière open source ou genre modifier la technique, etc., je pense qu'il y a de très bons repositories online, surtout des repositories qui font Dreambooth LoRa. Il y a aussi des repositories qui font StyleDrop, mais je ne sais pas s'ils sont déjà finis. Et pour Stable Diffusion 1.5, je pense que les gens ont vraiment réussi à trouver de très bons hyperparamètres qui marchent très bien. Pour l'instant, Stable Diffusion XL, c'est toujours en course. Mais oui, en fait, tuning les hyperparamètres, c'est important. Et surtout, moi, je dirais, il faut tune le learning rate et il faut pour both the unit and text encoder différemment. Ils doivent être des learning rates différents. D'habitude, le text encoder a un learning rate 10 fois moins puissant que le unit. Après, on tune le nombre d'itérations et le batch size. Des fois, batch size 1, ça marche très bien aussi. Mais juste ajuster le nombre d'itérations. Pas beaucoup, genre 1000, 400 à 1000, quelque chose comme ça marche très bien, 1200. Et après, on a la seule façon maintenant de vraiment évaluer des résultats de façon genre constante, c'est qualitativement pour moi. Donc faire ça pour beaucoup de sujets et beaucoup de styles ou quoi que ce soit et commencer à voir si ça marche très bien pour ton projet spécifique. T'es pas la première personne à me dire que Stable Diffusion 1.5 est meilleur que pour utiliser Dreambooth, que ça marche mieux sur le 1.5 que sur ceux d'après. Comment tu expliques ça? Ouais, laisse-moi clarifier. En fait, c'est genre Stable Diffusion 1.5 marchait très bien, mais Stable Diffusion 2.0 marchait pas très bien. C'est pas parce que le modèle est différent ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, on avait perdu plein de styles que les personnes vraiment aimaient utiliser pour Stable Diffusion 2.0 et c'était pas nécessairement un meilleur modèle. C'est juste, ils étaient en train de partir dans un nouveau dataset avec un nouveau clip model. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les personnes utilisaient pas très bien ce modèle et c'était un peu plus dur à utiliser, j'ai l'impression. Mais Stable Diffusion XL a pas ces problèmes-là. Mais maintenant, c'est peut-être des problèmes algorithmiques ou de hyperparamètres qui doivent résoudre. Mais j'ai vu des résultats exceptionnels déjà avec Stable Diffusion XL. C'est juste, il y a besoin d'un tout petit peu plus de temps pour maturer la technique. Mais pour Stable Diffusion 1.5, ça marche très bien parce que les gens ont trouvé les hyperparamètres, mais aussi les styles étaient, genre c'était très facile de steer the model into wherever you wanted to. Ouais. Et ouais, des dernières techniques pour les non-initiés qui marchent très bien, c'est le masking en fait. Masking, je pense, c'est une des choses les plus importantes et surtout si tu as très peu d'images. Alors, quelle est l'application de Dreambooth que tu préfères de toutes celles que tu as vues depuis la sortie du papier? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je pense que c'est dur de pas préférer le Art Styles application parce qu'en fait, avant Dreambooth, on pouvait faire du style transfer. Mm-hmm. Donc on pouvait prendre une photo et on pouvait transférer du style, un nouveau style sur la photo, genre Van Gogh, etc. Mm-hmm. Mais on pouvait jamais faire de nouvelles photos ou images d'une personne avec un style spécifique. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est complètement nouveau et qui a commencé avec Dreambooth. Et on peut faire ça avec des sujets aussi, genre un chat, un chien ou genre un objet. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, on a rajouté une façon de contrôler le modèle pour avoir ce que tu veux un peu, mais toujours avoir cette liberté de style. Pour moi, c'était un des moments où genre je pouvais pas croire ce qu'on faisait en fait quand on faisait ça internement à Google. Il y avait un petit chien de la directrice de notre projet et il y avait plein de photos de ce petit chien et elle m'a dit si je pouvais essayer de faire Dreambooth sur le chien et je l'ai fait et j'ai fait un Van Gogh style ou Impressionist style pour le chien et c'était en fait pas du tout, ça ressemblait pas du tout à aucune des photos du chien exactement, genre pas les mêmes poses, même le zoom était complètement différent, etc. Et c'était dans un style genre c'était pas Van Gogh, c'était Monet en fait. Et on dirait genre Water Lilies de Monet avec le petit chien là et c'était le même chien parce qu'il avait le même color et tout. Et ça m'a vraiment genre ému, c'était la première fois que j'ai senti que de l'art de IA pouvait genre move
emotionally a person. Et bah, c'était juste random, quoi. Genre, j'ai même pas fait un truc de fou. J'ai pas passé des journées à essayer de trouver quelque chose qui était vraiment bon. Et du coup, bah, là, j'ai reconnu que AI art peut être genre une des nouvelles façons de faire de l'art et je suis devenu assez passionné pour ça. Et du coup, bah, je pense que ça, c'est une des applications. Mais plus largement, je pense que inspirer aux gens dans cette direction de personnaliser des modèles pour faire certaines choses, je pense que c'est gigantesque, en fait. C'est ça que Dream Booth, le pouvoir vraiment dans le domaine de la recherche et l'application, c'est ça que Dream Booth a fait, c'est de inspirer les gens à essayer de personnaliser les modèles de façon très, très différente. Et même, ça a affecté, je pense, les language models, que maintenant, genre, il y a beaucoup de personnalisation de modèles en tant que Laura, etc. Parce que, bah, c'est un peu le zeitgeist, genre, tu vois quelque chose qui marche bien quelque part et après tout le monde a des idées qui découlent de ça, en fait. Et ça, c'est ma chose préférée de Dream Booth. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous? Je pense que je peux partager une anecdote de quand on commençait à faire Dream Booth pendant mon stage, qui était super cool. C'est le moment où genre Dream Booth a commencé à marcher avec des low resolution images. Genre le modèle de Imagen avait 3 modèles, en fait. Un modèle qui allait de texte à 64 x 64 pixels. Après un qui allait à 256 et après un modèle qui allait à 1024. Et du coup, bah, j'ai essayé de fine-tune le modèle de texte à 64 avec de l'art de ma mère, en fait. Elle fait des mandalas avec du pointillisme. Et j'avais pris plein de photos de la mandala. Et en fait, j'ai réussi à genre reproduire cette mandala dans le at the beach, mandala at the beach. Et ça marchait très bien. Et je me suis dit, genre, c'est impossible. Genre, on voit le même objet à la plage. Et après, j'ai commencé à faire des trucs plus fous, quoi. Genre, je sais pas, genre, sur une red velvet cloth, et ça marchait. Et après, j'ai fait sur un bâtiment, et ça a fait une mandala gigantesque sur un bâtiment. Et j'ai fait, non, ça, c'est fou, genre. Et j'ai envoyé des photos, genre, à mes parents, j'ai dit, waouh, ok, ça va être next level, quoi. Est-ce que tu as une opinion à nous partager? Je pense que je peux partager une opinion sur la recherche de modèles génératifs d'images. C'est que maintenant, je pense que les diffusion models sont super forts et ça nous a donné genre un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces modèles. Mais je pense qu'il y a probablement des modèles qui sont meilleurs que les diffusion models, soit des nouveaux modèles qui peuvent être créés bientôt, ou soit des modèles qui existent déjà, mais qu'on n'a pas réussi à harness à 100%. Et du coup, bah, en fait, peut-être pas plus puissant, mais en fait, meilleur dans d'autres caractéristiques. Par exemple, les fusion models sont assez difficiles à contrôler de beaucoup de façons, en fait. Et aussi, le temps d'inférence est assez lent. Même si tu fais un distilled model, tu fais beaucoup de forward pass à chaque fois pour générer des images. Et du coup, bah, le fine-tuning aussi est lourd, etc. Du coup, je pense qu'il y a une chance de voir si les autres modèles peuvent être aussi bons que diffusion models. C'est intéressant pour moi, je pense. Les GAN, par exemple? Oui, peut-être les GAN. En fait, les GAN ont des propriétés qui sont très intéressantes. L'inférence est très rapide et le latent space est très facile à naviguer. Mais peut-être les choses intéressantes aussi font que ils soient pas aussi bons que les diffusion models pour l'instant. Parce que les diffusion models ont cette capacité qui sont un peu incontrôlables et c'est vrai que quand on veut faire des petites modifications c'est très compliqué, mais on les contrôle un peu avec le prompt, avec le texte. Les GAN, on n'a jamais vraiment réussi à les contrôler, non? Quel en est l'état de l'art? Je pense que maintenant il y a des text-to-image GANs qui marchent, donc c'est possible, je pense. Intéressant. Est-ce que tu as des travaux en cours ou depuis Dream Booth, des travaux dont tu voudrais nous parler? Ouais, bah, je peux faire un plug à toutes les choses qu'on a fait depuis Dream Booth. Bah, Dream Booth, l'idée principale, c'était autour de Subject Driven Generation, c'est de générer un sujet dans différents contextes, différents styles. Et ça marchait très bien, mais il y a certaines choses. Après, j'avais dit que après le prochain projet qu'on a fait, dont j'ai participé, c'était pour le 3D. En fait, faire un nerf style Dream Fusion, en fait, avec Dream Booth, genre mélanger ces deux projets-là. Et on a fait ça avec l'équipe de Nerf de Google. Et en fait, on a réussi à faire genre le premier travaux qui arrivait à générer un sujet
dont on avait genre très peu de photos du sujet en 3D avec un Nerf. Et c'était super cool. Ça va être présenté à ICCV. Et puis, après Dream Booth 3D, il y a un travail SUTI qui est basically Fast Subject Driven Generation. Et ça, c'est aussi, j'ai collaboré sur ce projet-là. Et maintenant, on l'utilise pas mal. Et c'est en fait pour c'est faire Dream Booth, mais dans un forward pass du modèle. Et ça a besoin de beaucoup de training, mais après tout le training, ça marche très bien. Après, il y a deux projets qui sont super cool. Un Style Drop, en fait, j'avais dit que pour un Dream Booth, c'est un peu plus dur de retrouver le style. Et des fois, on a besoin de centaines d'images et d'un training très précis. Mais pour Style Drop, c'est en fait une idée très similaire à Dream Booth, de fine-tuning des adapters, mais on fine-tune pas un diffusion model, mais un transformer-based generative model. Et en fait, il capture le style d'une façon incroyable, même avec une image. Donc, on peut générer des objets, des sujets, des lettres, etc. On peut générer un peu ce qu'on veut avec le style, avec le nouveau style qu'on veut, en fait, qui est inspiré d'une image. Ça, c'est super cool. Et finalement, mon dernier travail, c'est Hyper Dream Booth. Et en fait, c'est mélanger un Hyper Network avec Dream Booth. Avec une image uniquement, on arrive à générer des weights des paramètres qui vont dans le modèle de diffusion pour le personnaliser. Et après un quick fine tuning, en fait, qui dure 20 secondes total, on a un personalized model qui marche très très bien. Du coup, ça passe de faire 5 minutes de Dream Booth training à 20 secondes et le modèle est beaucoup, beaucoup plus petit. Genre, il est 1000 fois plus petit, je pense, qu'un modèle de Dream Booth en général. Il est genre de l'ordre de 100 kilobytes. D'accord. Et donc ça, c'est parce que vous êtes focalisé sur certains poids seulement? Ça, c'est parce que, en fait, on a proposé une méthode qui s'appelle Lightweight Dream Booth de réduire des poids ou de paramètres d'un diffusion model. On commence à réduire par juste low rank jusqu'à rank 1. Ouais. Mais après, on peut faire une réduction encore de ça, en fait. D'accord. Ouais. C'est une compression, en fait. Ouais, c'est un peu une compression qu'on fait d'une façon assez intéressante et on arrive à personnaliser des modèles même avec genre 30 000 paramètres, du coup genre 100 kilobytes. Ça, c'est le dernier travail. Du coup, on voit un peu genre un trend et c'est beaucoup de personnalisation de modèles de diffusion, en fait, là. D'accord, et donc là, en ce moment, tu travailles là-dessus. Oui, je suis super passionné. Je pense que toujours, dans le monde des images, on a beaucoup de choses à explorer, donc j'aime beaucoup. D'accord. À quoi on doit s'attendre quand on n'est pas dans le domaine, si tu devais faire un pronostic là, c'est allé tellement vite là, ces dernières années. Pour toi, c'est le début? Est-ce que les choses avancent toujours à toute vitesse? Ou est-ce qu'on est en train de stabiliser, diffuser des progrès qui ont eu lieu, un grand incrément? Est-ce que tu pourrais faire un pronostic là-dessus? Oui, je pense que on ne sait pas exactement où ça va aboutir, mais je pense que c'est le tout début parce que on a déjà réussi à faire des applications qu'on pensait pas possibles il y a 2 ans. Mais je pense que des nouvelles applications vont être unlock. Je pense qu'il y a toujours des choses que des personnes, ça c'est un truc que je trouve assez passionnant, c'est une année après Dream Booth Stable Diffusion, il y a toujours des applications que des personnes n'ont pas vues, qu'on peut faire avec le modèle de maintenant. Et ça c'est un peu mon travail, c'est de trouver ces applications en fait et de créer des algorithmes pour les résoudre. Et du coup, on a des travaux qui sortent, qui vont être un peu comme ça. Genre, j'espère qu'ils vont être un peu une surprise. Genre, j'aime bien quand on a quelque chose que les gens se disent, c'est super facile. En fait, c'est super obvious. Comment est-ce que j'ai pas eu cette idée avant? Et en fait, c'est parce que il faut chercher, quoi, un peu. Donc, je pense que on a un projet qui sort et qui va être un peu comme ça dans les prochaines semaines. Mais, ouais, c'est l'univers de possibilités, il commence à se réduire avec le modèle de maintenant. Et je pense que le nouvelle vague, il peut y avoir une nouvelle vague maintenant avec le modèle courant, mais je pense que la nouvelle grosse vague, ça va être avec des nouveaux modèles qui sont beaucoup plus puissants, de nouveaux base models qui sont beaucoup plus puissants. Du coup, je pense de multimodal models, on peut penser à des modèles plus gros. Ça dépend aussi beaucoup avec quelle data ils sont entraînés. Et voilà, je pense que
la prochaine vague, ça va être peut-être dans un an quand de nouveaux modèles ont été released et on va pouvoir faire des choses qu'on pense même maintenant qui sont pas possibles. Donc ça va être cool. J'ai bien aimé par contre un mois à peu près ou genre quelques semaines où on n'avait pas beaucoup de papers on avait des papers qui sont sortis tout le temps, mais c'est un peu de repos après genre une année super intense où il y avait quelque chose de nouveau toutes les semaines. Super, c'est excitant en tout cas, bon courage pour la suite alors, et merci beaucoup Nathaniel. Oui, merci Marc. Vous venez d'entendre Nathaniel Ruiz, chercheur en Generative AI chez Google sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Quentin Dubois, CTO d'OSS Venture, pour nous parler de data et de venture capitalisme. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.